bienvenue à vous tous. On va euh, aborder avec vous un sujet qui tient à cœur pas mal de personnes. Alors, l'idée de l'intelligence artificielle au service de l'architecture, et d'une manière large, en fait. Donc, on va dresser un état des lieux, évolution perspective. Pour le moment où on échange en ce moment, c'est-à-dire 2025. Alors pour ma part, je me présente rapidement, je suis Thierry Minkela. J'ai en charge le pôle architecture et service BIM pour la société RFSA, société qui a plusieurs talents, plusieurs casquettes, qui est spécialisée dans le secteur d'activité au niveau des produits et services pour les architectes et les bureaux d'études et l'architecture en général. On a un portefeuille de produits qui est complet, avec des partenaires privilégiés, et puis on agit en qualité de conseil, en proximité des clients, bien entendu, et on s'appuie sur un personnel pluridisciplinaire qui est à même de pouvoir vous aider et de vous accompagner sur toute une série de thèmes et de sujets liés à votre quotidien. Alors, très rapidement également, RFSA est une société qui existe depuis relativement longtemps, puisqu'elle a démarré en 1988, et au fil des décennies, elle a su prendre en train le train sur les évolutions numériques que nous impose en fait le marché mondial et par rapport à la productivité, au développement, aux optimisations, jusqu'à l'IA, sujet de ce jour. Alors l'objectif de ce webinaire est de vous présenter donc un état des lieux sur l'évolution de l'IA pour le bâtiment. Donc l'agenda est le suivant. On va travailler ensemble, essayer de porter un éclairage sur les idées reçues, et les réalités, des alertes, les constatations très importantes. On va regarder de quoi elle retourne par rapport à ce phénomène qui est croissant, l'IA. Quel profil a-t-il? Il y a des distinctions à découvrir. Le point historique, c'est mieux de situer en fait cette technologie pour mieux comprendre pourquoi elle ne correspond pas toujours à nos attentes. Voilà, c'est dit. Comment l'IA fonctionne-t-elle aujourd'hui? Après son omniprésence, pour aller justement plus loin, faire des démonstrations sur des études architecturales assistées par l'IA. Alors, pour construire ce webinaire, je me suis rapproché de chercheurs sur Lyon. Je me suis basé sur des expériences projets, mes expériences projets, et je me suis plongé sur la littérature IA, et à ce titre d'ailleurs, je vous renvoie à l'ouvrage Nexus de Yuval Noah Harari, qui s'intitule De l'âge de pierre à l'IA chez Albin Michel, qui est l'un des ouvrages assez intéressants et assez détaillés sur le sujet. C'est pas le seul, mais celui-ci il est relativement bien. J'enchaîne rapidement, car vous connaissez le mot. L'IA et sa banlieue représentent un vaste sujet et on n'a qu'une heure. Donc voilà, je vais donc aborder l'affaire en deux parties bien distinctes. L'une sur la trajectoire résumée de l'IA, qui est indispensable. À mes yeux, on en parle rarement. En fait, on va tout de suite vers les solutions, les add-ons, les compléments, les outils, mais c'est quand même bien de voir d'où ça vient et comment elle est arrivée là. Depuis sa genèse jusqu'à ce jour, en fait, et avec les points d'éclairage nécessaires aux interrogations que plein de gens se posent. Et puis de l'autre, deuxième partie sur des démonstrations via les solutions BIM, alors bien connues, assistées par l'IA. Je précise toutefois que je vais plutôt mettre l'accent sur la conception plutôt que l'image, à proprement parler. D'abord parce qu'une heure c'est trop court, et ensuite parce que l'image est déjà très médiatisée vers l'IA, via l'IA grand public, entre autres, hein, bien sûr. Donc on va tout de suite démarrer avec l'IA idée reçue réalité. Alors au niveau des alertes et des constatations, il y a plusieurs points qui reviennent souvent. Au niveau de l'IA, est-ce que c'est déjà de l'IA ou est-ce que c'est encore de l'AA? Alors, intelligence artificielle versus aide artificielle. Ce qui a été gênant depuis quelques années jusqu'à il y a peu, c'était le mot I, la lettre I, le mot intelligence, puisque d'intelligence, il n'y avait pas vraiment, selon l'intelligence artificielle, j'y mets des guillemets, qui était utilisé. On nous dit que le rêve vendu est un usage simple et performant. On va essayer de regarder pourquoi et donc de quoi on parle. Les informations sont-elles maîtrisées? C'est ce qui revient très souvent. Et puis quelles sont les promesses tenues, non tenues ou à venir? Bon,
Avant toute chose, au niveau des alertes et des constatations, il faut savoir que ces intelligences artificielles travaillent sur des réseaux d'apprentissage. Donc, un réseau de neurones, apprentissage automatique profond, jusqu'à l'artificiel, bien entendu. Alors, il faut savoir que si l'IA nous affirme des avis lors de ses réponses, ce n'est peut-être pas les bonnes réponses, ni celles de l'évangile, car finalement, l'IA reste à ce jour faillible. On s'en rend compte quand on l'utilise à gauche et à droite. Et en fait, les viviers de connaissances utilisés par l'IA ont souvent tort dès qu'il s'agit d'un sujet pour lequel ils n'ont pas encore été suffisamment entraînés, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, la première constatation, si les bases de connaissances, c'est-à-dire les data, hein, data mining, le data en général, n'ont pas été poussées, entraînées, traduites, corrigées sur son réseau de données, bah, l'IA répond mal, comment dirais-je, comme un enfant ou à côté de la plaque, même parfois. Hein. Dans ce cas de figure, alors nous sommes là dans ce que j'appelle l'aide artificielle, celle qui me fait simplement gagner du temps quand elle sait répondre, bien sûr, mais qui ne se distingue pas encore par son intelligence. D'ailleurs, la notion de réseau n'est d'ailleurs pas neuve et elle n'appartient pas qu'aux environnements numériques. En fait, l'IA comme l'humain les utilise. En fait, nous aussi, on a une notion de réseau et heureusement, il faut savoir ou se rappeler qu'une part non négligeable du comportement humain intelligent s'appuie sur notre intelligence de type réseau de neurones. Il n'y a rien de nouveau. L'IA, c'est basé un petit peu sur la même chose et même tout à fait. Donc le contexte existe depuis toujours. Pour simplifier, chez l'humain, on parle de réseaux de neurones en 6 couches avec des connexions artificielles pondérées plus ou moins fortes. Les réseaux artificiels que l'humain crée travaillent comme notre cerveau organique. Donc c'est le même principe en fait. Il est question d'un réseau composé de différentes couches, pareil, dont les connexions s'effectuent au gré des connaissances, c'est-à-dire les datas qu'il détient. Très bien. Ça, c'est un fonctionnement de base. Donc ça marche comme ça. Quand on ne sait pas, on botte en touche. IA ou pas IA. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. L'usage de l'IA pour le bâtiment n'y échappe pas, en fait, évidemment. Par ailleurs, petit point qui est revenu et qui est important en genèse de tout ça, c'est que l'IA n'est ni neutre d'un point de vue de l'empreinte carbone, ni verte d'un point de vue de l'impact sur la planète. L'auditeur Deloitte, qui est un auditeur très connu français, estime qu'en 2023, l'IA a généré une consommation de 382 TWh. Je rappelle ici qu'un TWh est égal à 1 milliard de kilowattheures. C'est considérable. Donc il faudrait savoir ce que l'on doit promouvoir. On est ici face à une certaine contradiction. Je laisse la remarque ouverte, mais elle fait partie des interrogations quand même. Hein. Donc, l'IA, le profil d'un phénomène croissant. En effet, il faut savoir avant toute chose que on distingue deux types d'IA. L'IA faible, le Wake IA, qui est plutôt conçu pour accomplir des tâches spécifiques, par exemple les assistants vocaux comme Siri ou Alexa ou ce genre de choses. Vous savez, vous parlez à votre smartphone, il vous répond, ou à une enceinte intelligente. Donc voilà, et puis l'IA forte, le Strong AI, qui lui est d'ordre plus hypothétique, posséderait une conscience, une compréhension générale comparable à celle des humains. Donc, d'un côté, le purement réactif et mémoire limitée, de l'autre, c'est une représentation de l'esprit, une conscience propre. Et l'IA joue sur tous les tableaux. Mais là où on est le plus intéressé, stupéfait, bluffé, c'est très souvent sur l'IA faible. Et faible n'étant absolument pas péjoratif. Elle me rend service, c'est intéressant. Alors, quelle est sa trajectoire? Sur quoi s'appuie-t-elle? Quels sont les vecteurs d'accès, les potentialités de réponse? Il faut savoir qu'on peut la mesurer. Alors, par exemple, quand j'ai besoin d'avoir réponse à ma question, à une question, quelle qu'elle soit, une série de questions, je commence par me connecter sur un réseau, alors c'est Internet. Ensuite, alors je peux depuis longtemps demander des choses à différents moteurs de recherche, Google, Bing, etc. Et grâce à des mots-clés reconnus, contingentés, j'ai réponse à ma question avec plus ou moins de pertinence selon les algorithmes prévus là où je pose la question. L'IA nous propose un champ de demande où on posera un prompt, donc c'est des instructions, des consignes, selon la qualité du prompt écrit
et l'IA choisie, bien sûr, eh ben, on ira chercher des réponses plus ou moins rapidement. N'oublions pas qu'il a fallu de très nombreuses années, on parle de 500 millions d'années à l'humanité, pour créer le cerveau avec la complexité qu'on lui connaît aujourd'hui. On dit aussi qu'on rassemble à peine des puzzles, des pièces en ce moment. On commence à comprendre certaines choses que maintenant. De ce point de vue-là, rien n'est impossible pour l'IA de nous rejoindre. Ah, mais en quelques décennies. Il y a quand même des choses qu'elle ne saura pas faire. Et là, ça commence à être intéressant. Il semble toutefois qu'il y a des acquis qui ont une forte capacité pour l'IA, mais tout ce qui est raisonnement avancé au niveau de la subjectivité et autres, ça, c'est pas son truc. Donc l'histoire est en cours. Donc il y a des différences fondamentales entre l'IA et l'humain, déterminantes entre la réflexion et l'apprentissage. Nous, on peut nous s'inscrire dans une temporalité, on a conscience de nous. Il y a il y a, comment dirais-je, les IA n'ont pas à l'heure actuelle. En fait, elles n'arrivent pas à déterminer ce genre de choses. On peut savoir d'où qu'on a eu 10 ans, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait la veille ou projeter des vacances cet été, ça, on sait se positionner. L'IA ne peut pas avoir de projet d'avenir, tout simplement parce qu'elle en fait, ignore le concept d'avenir. Elle ne sait pas se situer par rapport à ça. Elle se situe nulle part dans le temps. Et sur ce point, en fait, l'IA est très loin de nos facultés humaines. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle. De ce point de vue-là, je commence à poser des briques comme ça pour arriver aux solutions ultimes de la fin du webinaire. Il faut savoir que, par exemple, l'être humain, il a un QI moyen de 100. Bon, le QI moyen, c'est moi, c'est vous, c'est à peu près. À ce titre, on a pu estimer que Einstein avait un QI de 160, Isaac Newton 190 et Léonard de Vinci, il est situé entre 200 et 220. L'IA, elle, nous donne une idée qui est à peu près approximative à 200 à peu près ce jour, c'est-à-dire que les experts n'ont jamais relevé de valeur QI supérieure à 200 pour une IA. Même si cette valeur est discutable par la communauté du sujet, parce que ça dépend des scientifiques, ça dépend sur quoi ils se basent, très bien, mais il faut savoir qu'elle est en train de dépasser, mais alors largement, la valeur moyenne de QI égale 100. Et les chercheurs préviennent qu'il n'y a pas de plafond, en fait, pour que ça atteigne une évolution inouïe, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite. Nous, on est limité par notre boîte crânienne, on ne peut pas étendre notre réseau neuronal. L'IA, si, elle peut très bien partir. Donc, on imagine des capacités futures invraisemblables, en fait, tout simplement sur les nouveaux horizons, territoires que l'IA pourra atteindre et pas nous. Et ce qui est inconnu reste audacieux. Moi, c'est dans les échanges que j'ai eus pour construire ce webinaire, c'est ce qui s'est dit, ce qu'on a vu. Donc, il y a pas une crainte, mais en tous les cas, des interrogations. Donc là aussi, je laisse la remarque ouverte. Fort de ce démarrage, donc il y a une histoire. L'IA, comme toutes les grandes technologies nouvelles, eh ben, n'est pas si nouvelle que ça. C'est relativement ancien. Les prémices arrivent déjà dès 1940-1950, dans cette décennie-là. Elle a suivi le fil de l'eau avec des points clés historiques importants. On parle même d'un hiver de l'IA passé un moment qui était situé entre 70 et 80, où ça a été marqué par des financements qui étaient en réduction. On n'appelait pas encore ça dans le grand public de l'IA, mais c'était en marche. Ce qui est intéressant, c'est la génération de l'IA des années 2020, celle que nous vivons. Là, on va parler de deep learning, d'IA générative, et c'est celle qui maintenant se met en place et progresse. Donc, comment fonctionne-t-elle? Il y a des composantes qui permettent de l'aider, puisqu'il faut l'aider. Donc, il y a un apprentissage automatique, il y a des traitements de langage naturel, on a l'apprentissage en profondeur, plein de choses qui constituent que le réseau neuronal va prendre en compte un maximum de data qui vont nous amener à avoir de plus en plus d'éléments probants et performants par rapport à ce que l'on souhaite obtenir en réponse de l'IA. Je rappelle que l'IA n'a pas vraiment de limite, en dehors de tout ce qui est subjectif ou autre.
Mais tout ce qui est technique, en tous les cas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, c'est des caractéristiques, des techniques, des applications qui sont dédiées, des défis, de l'éthique. Bon, les caractéristiques, c'est de l'apprentissage et du raisonnement, hein, du learning, du reasoning. Les techniques, elles sont connues, vous les avez sûrement entendues dire, parler. Machine learning, deep learning, voilà, on apprend à la machine à apprendre. Les applications dédiées, alors là, c'est clair, c'est très étendu, santé, finance, transport, services, bâtiment et architecture, bien sûr. On commence à y venir petit à petit. Et c'est aussi des défis avec de l'éthique, alors transparence, confidentialité, biais, équité, sécurité. Mais pour le moment, tout ce que l'on constate le plus avec l'IA, c'est qu'elle nous fait surtout gagner beaucoup de temps. Aller faire des recherches sur des lois, des notes, des hypothèses, des réponses, des comparaisons, des simulations, là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que nous-mêmes, puisqu'il suffit de piocher dans le big data finalement et de remonter des informations auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, qu'elles soient alphanumériques ou autre chose d'ailleurs. Donc, il y a cette idée de, d'entraînement avec un cycle qui nous permet de préciser davantage beaucoup de choses, où l'apprentissage peut être séquencé. Donc en renforcement, en non supervisé, en supervisé, on va classer, on va prédire, on va faire beaucoup de choses et corriger sans cesse pas mal d'éléments. Alors ce qui nous amène à l'omniprésence de l'IA, comment elle progresse, quelles sont ses limites, quid de l'IA grand public versus professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne s'improvise pas et ne s'auto-alimente pas toute seule. Elle a besoin d'être nourrie. Donc, elle est capable de reconnaître un chapeau, des lunettes, un visage, des bâtiments ou autre chose. Mais c'est uniquement grâce à un entraînement intensif effectué par des milliers d'humains qui ont pour mission d'éduquer, de corriger, de valider, d'entraîner, d'enrichir les connaissances d'images, aux objets et autres appréciations, d'ailleurs un nombre de fois incalculable, et puis corriger des erreurs quand l'IA est débutante et qu'elle commet des erreurs à ses débuts. Donc on peut dire qu'il y a eu plusieurs périodes où l'IA a été bébé, où elle connaissait rien, puis elle a glissé doucement vers une période enfant où elle a appris à marcher, à s'exprimer, des images qu'on connaît bien, qu'on a déjà utilisées avec le BIM, mais qui restent vraies, et puis des périodes qui représentent des cycles que je qualifie encore de AA, une aide artificielle. Et aujourd'hui, on arrive à une période beaucoup plus avancée où elle commence à devenir plus pertinente. Alors, son actuel cycle de progression n'est ni parfait ni terminé, et ça ne le sera jamais. Mais en fait, elle est en capacité de mesurer et de comprendre certaines choses. C'est un cycle important qui commence à être qualifié à proprement parler d'IA. Il y a vraiment une intelligence qui commence à s'installer. Et pour en arriver là, il aura fallu l'aider manuellement sur de très nombreuses années, en s'appuyant sur de très nombreuses personnes, qu'on appelle des annotateurs. En fait, il faut s'imaginer, alors là, c'est le côté pas du tout bluffant, pas du tout spectaculaire. Il y a des gens derrière des écrans et ils annotent. Ils annotent, ils annotent. Il s'agit d'une manœuvre laborieuse sans laquelle l'IA n'existerait pas aujourd'hui. Donc on parle donc d'humains devant des ordinateurs qui entraînent l'IA à devenir meilleure. C'est de ça dont on parle, hein. Et l'humain qui apprend au robot, en fait, hein. Demain, ce sera des robots qui apprendront au robot, même si c'est un petit peu déjà démarré. Rien de magique, donc, là-dessus, dans les résultats qu'on peut déjà constater, qu'on peut voir. Ceci étant dit, l'IA a différents talents qui sont déjà très avancés en matière de musique, livre, peinture, film, architecture, bien sûr, etc., etc. Les résultats sont fortement différents selon les domaines. Donc, moi, je me suis posé la question suivante, et vous voulez sans doute poser aussi. Quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Alors, une IA est-elle honnête et raisonnée face à une question? Alors, elle peut être d'ordre conceptuel, hein, bien sûr, hein, mais moi, je suis allé sur une IA et à ma question, est-ce que tu ignores des sujets? Mistral AI m'a répondu la chose suivante. Je ne suis pas programmé pour ignorer des sujets. Vous ferez le test, hein, je vous recommande vivement de regarder. Alors, j'ai été très surpris.
et il répond de manière affirmative. En gros, si tu as des questions spécifiques, comme il me le marque ici, ou des sujets, n'hésite pas à me le faire savoir. En gros, lui, il n'a pas de faille, quoi. Alors j'ai posé la question à un autre outil qui s'appelle Copilot, c'est une IA américaine, hein, c'est Microsoft, qui elle m'a répondu autre chose. Alors, est-ce que tu ignores des sujets? Elle me dit oui. Il y a certains sujets pour lesquels je peux avoir des limites. Par exemple, je n'offre pas de conseils médicaux ou juridiques précis parce que ça nécessite une expertise professionnelle. Je respecte les lois, le droit d'auteur. Je ne peux pas m'engager sur une discussion de sujets violents, etc., etc. Là, une réponse vraiment, vraiment différente sur un sujet général. Et ce que je constate moi, eh bien, c'est que j'ai deux réponses bien différentes sur une même question. Donc, ayons raison gardée, soyons à l'écoute et gardons l'esprit critique. Là, c'est le premier point. Par ailleurs, c'est vrai que l'IA est en mesure de résoudre des problèmes qui sont très ardus, honnêtement, mais elle ne sait pas prédire les comportements sociaux des gens et la prédiction du social. C'est pour elle pas un problème technologique soluble. Voilà. Elle ne peut pas exprimer des opinions, des sentiments subjectifs. Elle reste fondamentalement incapable d'éprouver des émotions. Donc ça, c'est un point, un trait très important euh, à garder à l'esprit. Maintenant, quid de les filières grand public vers celles qui sont professionnelles, vous les connaissez, je vais les passer très rapidement. Elles sont plutôt pour le grand public des IA à usage de vocation générale. Bon, bah, vite fait, que ce soit Google, Gemini, Copilot qu'on vient de voir chez Microsoft, ChatGPT, DeepSeek, le chat qui est français, donc Mistral AI, on les connaît, elles s'enrichissent, elles deviennent de plus en plus intelligentes au fil de l'eau, etc., etc. Très bien. La filière professionnelle, elle a un usage à vocation professionnelle, donc elle est peut-être un peu plus confidentielle, mais elle remplit le même rôle immédiat, en tous les cas. À savoir automatiser les tâches réputées chronophages, voire répétitives. Ça peut répondre à la demande du marché mondial, toujours enclin à nous demander alors plus, plus vite, plus fiable et plus pertinent, comme d'habitude, mais aussi à se décharger de tâches estimées peu intéressantes. Mais de quoi on parle exactement? Bah, par exemple, si on parle d'architecte GPT, euh, ça va être une solution qui va nous aider à automatiser des plans complexes, personnalisables. Si on parle de ProMAI, c'est plutôt pour des rendus artistiques, génération rapide d'idées. Si on va vers Midjourney, qui est assez connu aussi, ça va nous rendre des rendus artistiques intéressants. Pour ne parler que de ça. Mais je ne peux pas passer sous silence Kling AI, OpenArtImage, Crea, Iman, Midjourney dont on a parlé, Runway, ComFuI et encore, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Il y en a des caisses en fait hein, d'IA qui se spécialisent selon les sujets sur différents secteurs qui nous intéresseraient. Alors, la question qui revient tout le temps pour les architectes en général, c'est est-ce que l'IA, peu ou prou, un jour ou plus tard, pourra remplacer un architecte? La réponse générique, mais vraiment générique, hein, qui revient souvent, c'est que l'IA ne remplacera pas les architectes, mais les architectes qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Alors je me suis permis de rajouter la belle affaire, parce que plus générique que cette réponse, voilà. En revanche, j'ai poussé ma réflexion pour aller jusqu'à comment dirais-je, l'ordre. Et l'ordre, lui, de son côté, il répond des choses convenues. L'intelligence artificielle va bouleverser notre métier, on va se libérer de tâches qui sont, comment dirais-je, à peu de valeur ajoutée pour les architectes, etc. Mais euh, il prévient, des garde-fous seront toutefois nécessaires pour protéger les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des créateurs. Et on sait qu'à ce niveau-là, on a un petit souci par rapport à ça, puisque le souci est simplement que c'est flou. Voilà, et qu'il faut architecte, en tous les cas, cette communauté d'architectes, il faut s'interroger, poser des questions et être vigilant. Donc, suite à ça, l'usage de l'IA aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, alors
c'est toujours un petit peu délicat dans la mesure où il n'existe pas de pourcentage précis, comme je le marque ici, et universellement reconnu concernant l'utilisation de l'IA dans les projets du bâtiment. Pourquoi? Bah parce que déjà on a du mal à se situer, et puis on ne sait pas jamais trop si on fait vraiment de l'IA ou à moitié de l'IA ou si on va en faire bientôt. Donc la question est difficile. Le pourcentage est dur à rétéler. En revanche, on considère qu'il y a environ 44% des entreprises qui souhaitent investir dans l'IA. 77% des personnes qui interrogées préviennent et prévoient d'augmenter leur investissement concernant l'IA. Et puis, plus pour ce qui nous intéresse, 46% des architectes utilisent actuellement des outils d'intelligence artificielle, mais ça veut dire, ça peut être des IA faibles, ô combien importantes, puisqu'elle me fait gagner un temps fou, cette IA-là. Mais voilà, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de pousser le bouchon encore un petit peu plus loin et de regarder les tranches d'âge. Et j'ai été surpris sous certains aspects. On voit clairement que la tranche d'âge 18-24 ans est la plus représentative, mais alors de très loin, puisqu'elle atteint 74% de ceux qui l'utilisent. On a envie de dire que c'est la tranche d'âge native de l'IA. Ceci étant dit, après, ça décroît de manière tout à fait logique, normale, mais la belle surprise, entre guillemets, c'est quand même la tranche d'âge 60-75 ans, où je ne m'attendais pas du tout à avoir ce résultat de 17%, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le train est compris, les professionnels sont dedans et s'y intéressent. Et ils ont raison, parce qu'il y a beaucoup de points d'éclairage à considérer. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que cette adoption est croissante et qu'elle ne se dément pas. Contrairement au BIM où on a pu observer des paliers de stagnation, on va dire, etc. Et puis après des rebonds. Là, pour l'instant, pour l'IA, ça monte en flèche et ça se dément pas. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a rien. En résumé, on pourrait dire que, bien sûr qu'on n'a pas le pourcentage exact de chacun de ces points, mais c'est clair que l'IA joue un rôle de plus en plus important dans les projets d'archi, de bâtiments au sens large du terme. Il y a une adoption qui est croissante et les tranches d'âge évoluant, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les étudiants ou les jeunes actifs comprennent et ont saisi en fait l'intérêt tout court de se faire accompagner par l'IA. Donc, au niveau de l'adoption, on sait que c'est en cours. Ce qu'on voit moins, c'est qu'on le voit tout de suite on le comprend assez vite sur la conception générale, etc. Mais elle est d'un usage et d'une utilité sans faille pour le suivi de chantier, par exemple. Où là, il y a plein de choses à vérifier, notamment avec les plateformes collaboratives. On arrive à se faire accompagner de manière assez performante pour suivre des chantiers, vérifier que des documents ont bien été acheminés, avec la notion des visas numériques, etc. Ces plateformes collaboratives s'appuient sur l'IA quelque part. Donc, quels sont les réels avantages que nous apporterait l'IA dans l'architecture de manière générale? Ce qui vient tout de suite, c'est l'efficacité et le gain de temps. Ça, c'est indéniable. Ensuite, on a l'idée de la génération des conceptions alternatives. On va pouvoir concevoir des choses de manière différente et on n'aura plus qu'un seul choix, mais pléthore de choix. Optimisation des processus de conception, donc je vais avoir une aide, et là je vais vous le montrer avec les démonstrations, vraiment très intéressantes. J'améliore ma précision, je peux aller chercher des simulations, des visualisations de la conformité réglementaire, tant que je l'informe, que je lui donne les critères, l'IA va m'aider à me répondre. Donc elle m'amène énormément d'avantages sur la créativité et l'innovation. Et enfin, collaboration, partage et information, bien entendu, et de manière assez explicite et rapide. Les exemples d'outils avancés IA pour le BIM passent par ce genre d'outils, mais une page entière n'y suffirait pas, ça va de soi, hein, mais c'est vrai que WizBeam, Vera AI, Dynamo, Revisto et Maquette, Finch,
Biblus et j'en passe, ont déjà apporté leur pierre à l'édifice, j'allais dire, sans jeu de mots. Et Wisebeam, par exemple, le premier, fait quelque chose d'extrêmement simple. Il est capable de récupérer n'importe quel plan 2D et de le monter en 3D Revit, par exemple. Alors, il n'y a pas plus concret que ça, c'est pas si bluffant que ça, quoique, mais pour toutes les personnes qui font de la réhabilitation, tout d'un coup, il y a un écho qui est assez fort, qui est assez résonnant, parce que ça va très vite, hein. Et je vous montrerai d'ailleurs de quoi il retourne. Alors, c'est le chapitre concernant l'avenir et la perspective de l'IA. Euh, L'hiver dernier, en 2024, dans une étude donc du groupe ADECO, les actifs disaient gagner 1 heure par jour grâce à l'IA. Et on estime que d'ici 2074, l'automatisation transformera, mais alors de manière très radicale, en fait, le paysage professionnel. Ça, il faut pas être bien malin pour l'intuiter, en fait, hein, se dire. Mais par contre, euh, comment dirais-je, l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, en fait, la migration du BIM vers l'IA va surtout reprendre 4 axes majeurs à observer. Donc, ça va être euh, sa notion d'adoption, sa vision, la valeur ajoutée qui va être mesurable, et puis les risques en fait qui sont accompagnés, parce que en fait le risque il y a risque de ne plus avoir besoin de faire manuellement telle ou telle chose, risque de contrôler, valider ce qui nous est répondu dans la seconde. Voilà, il y a différents niveaux et hauteurs de risque. Donc, cet avenir va être croissant, il va être de plus en plus rapide, puisque l'IA est de plus en plus nourrie et va être capable de traiter, comparer, simuler de plus en plus de choses. Il y a donc des côtés qui sont très positifs et d'autres où on va peut-être avoir, nous, du mal à suivre ce train qui va tambour battant, on va dire. Je vais avancer sur la suite pour vous donner des exemples maintenant d'architecture assistée par l'intelligence artificielle. Donc, on a vu d'où ça venait, quelle était la position, quelles étaient les différences et comment elles étaient nourries, ces intelligences artificielles, puisqu'elles sont plurielles. Là, on va passer sur des exemples concrets. Donc, la conception générative, qui est directement intégrée dans Revit, par exemple, qui est un module avec lequel on peut demander des choses purement pratiques et très concrètes. Puis Wisebeam, où on va transformer un plan 2D en 3D Revit en un temps record. Et puis la notion de faisabilité avec format, faisabilité assistée par l'IA, bien sûr. Donc, 3 exemples que vous connaissez pour partie, sans doute, et peut-être que d'autres non. Donc, pour ce qui concerne Revit et le Generative Design, donc Generative Design, c'est un menu qui est dans Revit où on peut créer une étude avec des critères que l'on va donner, hein, parce que l'IA attend ça tout le temps, hein. Je me base sur quoi en fait? Il faut lui dire, tu passes par là, par là, par là, tu tiens en considération tel critère, maintenant, vas-y. C'est un petit peu ça, hein. Donc créer une étude et en explorer les résultats, évidemment. Donc, pour atteindre les objectifs, et l'idée c'est quoi? C'est qu'elle le fasse vite et elle le fait vite pour me faire gagner du temps, encore et toujours. Et c'est très très important pour nous tous. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des hypothèses qui nous sont rendues. En aucun cas, l'IA prend la main, dit voilà, tu m'as demandé poser telle question, tu m'as demandé de faire attention à tel point, voilà ce que je te rends. Et moi après, je vais choisir. D'accord? Donc là, ça va être l'exemple qui concerne un projet de logement. Donc, je peux avoir des questions toutes simples qui me sont souvent posées par les pompiers, par exemple, hein. Si en cas de feu, j'ai, je suis à un endroit du projet, en combien de temps je peux sortir dehors dans la rue, sur le trottoir. Donc, sur ce projet-là, je me mets dans un logement, je me positionne dans une des cellules. On voit bien qu'il y a des logements avec les portes, etc. Je me mets dans la cuisine, je veux sortir dehors, combien de temps ça prend et par où ça passe. Il me fait une polyligne intelligente tout de suite et il a vu qu'il y avait des portes, il passe par les portes.
Et cette polyline, quand je vais dans ses propriétés, elle me donne son temps. Alors on sait qu'un homme marche entre 4,8 et 5 km/h à peu près, et ça nous donne la durée et le temps. Je vais faire la même chose avec un autre projet, sur un autre plateau. Je vais dire pareil, je pars de là, je vais ici. Il évite, il passe par les portes toujours, très bien, mais il évite les meubles. Ça, c'est toujours pas mal. Je peux mettre des critères supplémentaires avec du mouvement et je vais recommencer à partir du même point pour arriver au même point, en haut de l'escalier. Euh, et, je, et là, je vois que j'ai un critère qui n'a pas été pris en compte, c'est s'il y a des gens qui passent, s'il y a un handicapé avec un fauteuil roulant, des choses qui sont mobiles. Donc, je peux lui dire que si tu rencontres des choses qui sont éventuellement mobiles dans cet espace, ce qui se passerait si tu les éviterais? Est-ce que ça, combien de temps ça rajoute? Combien de distance ça rajoute? Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais au bout du compte, on a quelque chose de très pertinent finalement. Et on arrive à répondre à certains services pompiers ou certains même bureaux d'études en me basant sur le même projet, le même plateau. Je vais lui poser d'autres questions maintenant, toujours dans ce Generative Design. Voilà la boîte de coupe que j'ai fait du projet en 3D, vite fait. Sur cette boîte de coupe, on voit à peu près comment c'est positionné, salle de réunion, bureau et plateau. Je vais travailler sur le plateau. Et dans la conception générative, je vais lui demander des choses différentes, à savoir par exemple positionner des meubles, positionner des positions par rapport à la vue extérieure ou faire un randoming de type réseau. Je vais donc lui donner les éléments. Je vais lui dire que son aire de jeu, c'est telle surface. Je vais lui dire que je prends un bureau connu, donc une famille d'objets, et que tu vas me la positionner sur cet espace et qui va chercher par rapport aux critères que je lui donne. Une fois que je lui ai donné le peu de critères, il réfléchit et il va me proposer X propositions. Donc le bureau isolé, le bureau en biais, le bureau aligné, les bureaux plus denses, les bureaux moins denses, toujours sur la base de cette famille que je lui ai dit au départ, qui faisait partie d'un critère de base en fait. Euh, et je vais pouvoir choisir, selon toutes les pages qu'il me propose, quelque chose de classique là par exemple. Je les mets à la queue leu, ils sont les uns à côté des autres, et à partir du moment où je lui dis c'est cette solution sur laquelle je vais partir, je rappelle que c'est une hypothèse, hein, eh bien il va me la dessiner. Il connaît l'aire de jeu, la surface, il connaît l'objet, le bureau avec la chaise. Vas-y, j'ai choisi une idée que tu m'as proposée qui était de la mettre en long, comme ça. Et les deux derniers bureaux ne sont pas doublés parce qu'il n'y a pas la place à cause de la cloison, puisque qui revient du bureau au fond, puisque j'ai pas mal de choses à considérer de ce point de vue-là. Autre possibilité, une table ronde avec 4 chaises. Là, je vais lui demander autre chose. Je vais lui dire où est-ce que, selon la position de cette table avec ces 4 chaises, j'aurai le plus de vue sur l'extérieur. Donc un positionnement optimal. Donc je lui donne pareil, son aire de jeu, l'idée du meuble en question, et puis j'ai été choisir les fenêtres sur lesquelles il doit voir et que je peux regarder. Par exemple ici, elle serait pas mal, la position qu'il me propose. Ici peut-être encore mieux. Ici pas du tout. Là, je profiterai pas de la vue qui va bien. Donc, quand je choisis le choix, il me le dessine et il me le pose. Et de ce point de vue-là, je peux pousser le bouchon encore un peu plus loin et lui dire, je considère, je vais faire peut-être une cafette, pourquoi pas, et que tu vas me faire un réseau. Mais là, je vais faire de table, comme voilà. Mais là, vous voyez, il n'est pas posé comme tout à l'heure de manière traditionnelle. Je l'ai fait de manière un peu en biais un peu plus dynamique en fait sur l'espace à gérer. Et là, il l'avait fait de manière relativement espacée. Je peux revenir dans mon analyse et lui dire ta proposition, c'était très dense, c'est celle qui m'intéresse. Je veux mettre des tables partout. Hop, il me les positionne. Alors bien sûr, ça n'a rien de sorcier à voir comme ça, et c'est un exemple simple que j'ai pris en compte pour mieux considérer l'aspect. Mais vous m'accorderez que si je devais le faire manuellement, ce serait plus compliqué. Je mettrais plus de temps.
Autre aspect, alors là, pour modéliser quelque chose. Là, je vais modéliser, il me propose des volumétries que je lui ai données dans les critères. Je veux partir sur une modélisation où j'aurais, par exemple, 3 corps de bâtiment. Et sur ces 3 corps de bâtiment, il m'a fait une vingtaine de propositions, parce que je lui demande en plus dans quelle fourchette je veux que j'ai des réponses, parce que si j'ai 17 pages à consulter, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais c'est l'idée de faire la conjonction entre les critères que je lui donne, qui sont impératifs, et la, la marge que je lui laisse de réponse. Et avec ça, il s'en débrouille. Et là, c'est pareil, c'est une réponse relativement sommaire, mais en tous les cas, sur 3 corps de bâtiment, il y a plus haut, plus moins haut, plus grand, collé, moins collé, etc., etc. J'ai déjà une base qui redescend à chaque fois, comme vous l'avez constaté, dans Revit, avec des objets Revit. Donc prêt à travailler sur mon logiciel BIM de conception, et je pars sur une hypothèse en fait qui m'est donnée. Parfois il y a des hypothèses qui me sont proposées auxquelles je n'avais pas pensé tout de suite, on va dire. Donc le fait d'avoir dans la minute, parce que c'est de ça dont il s'agit, et quand je dis dans la minute, je suis large, c'est souvent dans les 30 secondes, j'ai une réponse. Bah, fatalement, oui, ça va vite. Ça va clairement, clairement, clairement vite. Donc, vous voyez qu'on peut faire du generative design, conception générative en français, on peut l'adapter et la mettre en place sur différents aspects, en fait. Pas seulement de répéter un objet, pas seulement d'aller comptabiliser quelque chose, mais également d'avoir des propositions de démarrage hypothétique sur une conception. Pourquoi pas? Passons maintenant, si vous le voulez bien, à un add-on, un complément qui permet donc de convertir des plans 2D. Alors quand je dis des plans 2D, c'est assez impressionnant, hein. C'est des DWG, c'est-à-dire de l'AutoCAD, mais également des DXF, des PDF, des JPEG, des TIFF, des PNG, ça va loin, hein, en éléments 3D Revit. Donc cette IA, qui est une IA faible, hein, pour le coup, j'y reviens, hein, parce qu'elle sait faire que ça. Bah, pour le coup, il n'y a pas plus concret et pas plus intéressant que ça, parce qu'elle sait faire que ça, mais moi, ça me va bien. Ça me va bien pourquoi? Parce que le fait de me remettre sur un sous-Q, comme on dit, des WG, JPEG, PDF, ce que vous voulez, et de le faire à la main, je vais mettre beaucoup plus de temps que lui, il va me le faire dans la minute, quoi. Et je lui donne des critères. Donc vous allez voir, il est capable de lire, parce que je lui demande de détecter ou pas, hein, même moi je lui demande de détecter tout. Il est capable de lire quand il y a une porte, une fenêtre, un mur, une cloison, les épaisseurs. Il est capable de lire ça et de lui donner l'objet qui va constituer la 3D à monter, hein. Donc, ça s'appelle WiseBeam. Il s'appuie sur une intelligence artificielle et cette intelligence artificielle va se positionner comme ça. Donc, on commence à regarder éventuellement l'étalon, l'échelle, la possibilité. J'aurais une, une offre, on va dire, une proposition de plusieurs plans 2D, quels qu'ils soient. Là, j'en ai plusieurs en tous les cas. Je vais en choisir un parmi eux tous. Donc, je vais cadrer, puisque dans Revit, hein, on va faire ça, on va cadrer sur le plan qui nous intéresse. Et là, je vais le sélectionner en fait le plan en question, et je vais aller mettre les critères qui vont bien, donc concernant les murs, les fenêtres, les portes, les sols. Et c'est déjà beaucoup, en lui donnant les critères de détection, d'épaisseur, d'objets, et il va me monter assez rapidement, après réflexion lui aussi, en s'appuyant sur son IA à lui, IA faible, je le répète, eh bien, il va me monter la 3D avec des objets Revit. Objets Revit, quand je les ai, vous serez d'accord avec moi, je peux rechanger les familles comme je veux ou les préciser. Donc, une fois que c'est réalisé, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens en un temps record, en fait, la modélisation, peut-être de démarrage,
mais déjà faite en un temps très rapide. On voit très bien que le 2D d'à côté que je n'ai pas sélectionné est resté à plat en 2D et que celui-ci, par contre, lui, il est bien monté en 3D. Et ça m'a fait gagner du temps. Ça, c'est un des critères les plus importants pour nous tous, parce qu'à partir de là, je peux travailler, quoi. Je peux aller plus vite et je dirais pas jusqu'à dire que la modélisation est le côté un petit peu intéressant, parce que c'est pas vrai. On peut aussi se faire grandement plaisir avec la modélisation, mais quand les dossiers sont serrés, ça peut être très important lors d'une FESA ou avec des plans historiques sur lesquels je pourrais repartir. Autre point, les faisabilités qui était le dernier maillon du BIM manquant, qui est maintenant très intégré, même au-delà du BIM, puisque il s'appuie essentiellement sur l'IA. Donc format et les simulations prédictives, ça donne aux architectes la possibilité de récupérer des terrains, de faire un extract de terrain avec une maille relativement large, c'est vrai, mais autour de 4-5 mètres, je peux avoir en 3D mon terrain, et j'ai pris un exemple sur quelque chose de très accidenté. Donc vous verrez, et derrière, ben, je peux, une fois que j'ai mon terrain, travailler de manière simultanée sur des volumes, des esquisses, tout à fait comparables à un autre logiciel bien connu des architectes. Mais celui-ci va beaucoup plus loin, puisqu'il ne s'arrête pas qu'à la modélisation intuitive et rapide des volumes. Il va simuler tout, que ce soit l'empreinte carbone, les surfaces, tout en temps réel. Je dessine, il me donne les éléments immédiatement. Je peux aller coller des images satellites sur mon terrain, le rendre en courbe de niveau ou pas seulement, ou en trigo ou pas. J'ai plusieurs affichages possibles. Je peux aller chercher tout ça gratuitement, parce qu'en France, la solution est gratuite, en fait, au niveau de la récupération des terrains, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Scandinavie. Quand on va rechercher des terrains, il y a nécessité de payer ce service, un petit service. Là, quand on a format, qui fait partie de la collection AEC d'ailleurs, chez Autodesk, eh bien, on peut aller chercher les terrains comme on veut, où on veut. Hein, voilà, et c'est tout. Donc, c'est assez intéressant. Comment ça se présente? Eh ben, on fait un nouveau projet. On va se positionner sur les éléments en question. De ce nouveau projet, on va aller chercher, se balader sur le globe terrestre et aller chercher le site dont je vous parlais. Donc, moi, je suis basé à Lyon, voilà. Je vais sur des quais de Saône à la partie du haut de la colline, donc un terrain très accidenté qui grimpe très vite. Il y a une forte déclivité. On fait l'acquisition du terrain qui va très vite, hein, c'est en quelques secondes. Je vais chercher des options qui m'intéressent pour récupérer cet ensemble avec un maillage qui va pas mal. Il me prend tous les existants de la zone que j'ai délimitée. Donc c'est bien, parce que je vais le récupérer sur Revit, tout ça plus tard. J'identifie avec la photo satellite l'endroit de mon projet. Je vais nettoyer cet endroit-là, je vais enlever les existants qui me concernent pas. Le site est proche des deux théâtres romains qu'on voit, l'Odéon et le théâtre, en haut à droite. Moi, je vais commencer par délimiter en fait une première superficie dans laquelle j'ai dans l'idée de projeter mon projet, bien entendu. Donc un premier tènement, premier parcellaire. Je vais considérer que je vais partir sur cette aire-là, une zone qui peut aller jusqu'au front de rue, parce que j'aurais vu au préalable que je peux construire jusqu'au fond de rue, et je verrai comment j'organise l'intérieur de dispatching de mes constructions à venir. Puis je vais faire un deuxième tènement au-dessus, dans l'idée de faire des logements qui surplomberont en fait ce premier terrain avec une vue dégagée, puisque c'est plus haut. Donc deux terrains différents qui auront deux surfaces différentes. Celle-ci est un peu plus petite, où j'aurai deux choses différentes. Je me bascule
en 3 dimensions, et je vois bien que j'ai deux sites là, un qui fait presque 6700 mètres carrés et l'autre qui fait presque 8008, dans lesquels je vais pouvoir, outre la connaissance d'avoir la superficie, je vais pouvoir me poser et affecter des projets différents en m'appuyant sur cette fameuse IA, donc, qui me propose des usages de bâtiments différents. Alors je pourrais le faire à la main comme SketchUp ou autre chose, et l'autre chose en l'occurrence c'est le format, je peux aussi le faire à la main, mais là je vais m'appuyer sur une IA me donnant déjà tous les points, tous les items clivants qui vont me permettre de choisir un bâtiment à usage plutôt commercial, plutôt une hôtellerie, plutôt des appartements, dans lesquels les critères changent bien sûr puisque c'est pas le même usage. Donc si je considère que c'est un hôtel, je vais lui donner un nom, je vais lui donner une largeur, un prospect que je connais en me basant sur le PLU. Comme c'est un hôtel, il me propose des chambres que je peux compartimenter de la plus petite à la suite en donnant une superficie dans laquelle les bâtiments vont être proposés. Voilà les hypothèses qui arrivent, où j'ai un plan masse, des plans masse proposés, plein, avec des surfaces constructibles et des surfaces libres de la superficie du début. Et quand je vais en choisir une qui me paraît la moins déconnante pour moi, sur laquelle je vais pouvoir me baser et pouvoir poursuivre mon étude, rappelons-nous qu'il me donne des possibilités, des hypothèses sur lesquelles je peux continuer à travailler. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, il me les fait dans la seconde. Je le choisis, je clique, paf, il me le construit. Donc, j'ai des, comment dirais-je, des volumétries qui sont présentes de manière sommaire, mais qui correspondent déjà aux critères de choix que je lui ai demandé. Le nombre d'étages, les épaisseurs des voiles, etc. En haut, j'ai fait pareil de la même manière sur l'autre terrain. Donc voilà des logements en haut sur la partie sud et la partie nord. Voilà des logements, des bâtiments mixtes sur la partie basse avec un hôtel au milieu et un espace que j'ai choisi d'être libre derrière. Je peux changer, comme vous pouvez le voir très rapidement, le nombre d'étages. De 4, je l'ai mis à 10, alors qu'au départ, par défaut, dans mes critères de choix, l'IAM, je lui avais dit 4. Là, j'en ai mis 5. Outre l'idée de pouvoir affecter des couleurs pour des usages différents, ça va pouvoir me séparer aussi le programme. Et tout un programme au niveau des surfaces, au niveau des usages et au niveau de l'utilisation générale de chacun des bâtiments. Je peux revenir dessus à loisir, au niveau des sommets, des arêtes, des surfaces, à proprement parler, des façades, des toitures, je peux tout revoir. Et là, je suis en train de positionner des choix de matériaux différents selon les hypothèses différentes que je pourrais aller amener en voile béton ou toiture composée de matériaux différents selon l'hypothèse 1 ou l'hypothèse 2. Et grâce à ça, je vais pouvoir avoir un premier résultat sur le carbone embarqué selon les matériaux utilisés, l'énergie dont j'aurais besoin pour avoir des résultats et les comparer. En fait, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc, il y en a un où j'ai une moyenne de mon total carbone embarqué sur l'hypothèse 1 versus l'hypothèse 2, et selon les informations que j'aurais mises dans les critères du début, et ben, selon la structure, l'enveloppe ou le système approché, j'aurais des valeurs différentes de carbone entre le premier choix et le deuxième. Et je peux les multiplier, me comparer jusqu'à 4, 5, 6 possibilités différentes, jusqu'à avoir une shortlist et avec même des projets différents selon si je construis sur la partie libre ou pas, avec des formes différentes. Et pareil, j'ai des valeurs différentes au niveau de le carbone. À tout ça avant de le redescendre dans Revit. Je suis encore en faisabilité. Je simule en fait différentes choses. Et là, je vais simuler par exemple des masques. Est-ce que j'ai des masques qui vont m'obstruer la vue? Donc, je mets une cible, je mets un point de vue et je regarde en fait le bâtiment avec une partie dense ou moins dense donc de ces points de vue et en me positionnant en fond de cour qui est très dégagé et que je regarde en direction du bâtiment, donc une géométrie source, là où je me trouve vers la géométrie que je dois regarder, c'est-à-dire la cible, il va me faire autant de lignes vers lesquelles elles vont, on va voir que je n'ai pas d'obstacle. Et à juste l'angle de l'hôtel en orange
qui est ici, qui m'empêche de voir le bout du bâtiment vert, qui est un bâtiment d'usage mixte. Donc ça, on voit très bien qu'il envoie toutes les visions directes en fait, et ça c'est valable pour plein de choses. Ça peut être avec des masques naturels, des masques construits. Et je sais ce qui est impactant par rapport à plein de choses comme l'ensoleillement journalier, et, faire un héliodon toujours dans mon format, c'est-à-dire au niveau de la faisabilité. Puis cette faisabilité, je vais la redescendre. Je l'ai soumis à Revit. Et dans cette hypothèse, c'est-à-dire la proposition 1 que je récupère, je prends tout ou partie des aspects que je souhaite redescendre dans Revit, et vous allez voir que dans Revit, eh ben, je récupère le projet. Donc, il serait un plan masse à proprement parler, où j'ai bien tout le terrain qui est là, sur la zone que j'avais prédéfinie dans format au départ. Donc, c'est bien un solide topographique. Solide topographique que je peux ramener, et tous les éléments existants sont des modèles en fait, un groupe de modèles génériques que je récupère. Donc il m'a bien séparé les catégories, et dans ces catégories j'ai le projet aussi, où il a récupéré mon esquisse, ma faisabilité, sur laquelle, suite à des différentes comparaisons, simulations et autres, j'ai enfin mis le doigt sur ce que j'aimerais approfondir maintenant. On parle bien d'une hypothèse, je le répète, hein, qui m'aurait pris sans doute un peu plus de temps, puisque les hypothèses, il les rend dans les 30 secondes. Hein. Donc je vois immédiatement, en fait c'est l'ordre de l'ordre du choix. En fait, je vois, tiens ça, je vois où je vais aller avec ce choix-là. Je récupère, et après, ben, comme il me l'a traduit les volumes dans format, qu'il les a traduits dans Revit quand ça arrive dans Revit, et ben, ce sont des familles que je peux transformer, traduire, changer, substituer à loisir, en mettant mes familles de murs bien particulières ou précises, mes toitures, etc., etc. Mais dans le contexte du site, à proprement parler, puisque ça venait de format. Donc format avec un lien permanent, je peux continuer à travailler sur Revit et synchroniser dans le format les différences qui sont apportées à mon étude un peu plus précise, un peu plus fournie dans Revit. J'aurais pu continuer à travailler sur format aussi, en précisant beaucoup plus de points dans les volumes. Les préciser davantage, mettre les attiques tout de suite, travailler en 3 dimensions. Alors là, plus à la manière d'un SketchUp, j'y mets des guillemets, ou d'une autre solution de ce type-là. Mais dans le format, on peut faire exactement la même chose de manière extrêmement simple, et d'aller un peu plus loin. Le tout est d'arrêter en fait ça fait ça à ce que l'on souhaite avoir. Qu'est-ce qui a trait à la FESA à proprement parler, et à quel moment je redescends dans Revit pour pouvoir vraiment approfondir l'étude, tout en restant en lien entre la plateforme de format et puis Revit, qui me permet de préciser mon projet. Donc beaucoup de possibilités, et ce choix-là dans format m'aurait été donné, j'emploie le conditionnel, grâce aux simulations, parce qu'au-delà des simulations rapides que je viens de vous montrer, il y a toutes les autres, l'arrosage des vents, l'ensoleillement journalier que j'évoquais tout à l'heure, mais également sur des dates précises, sur un cycle précis. Ça peut s'étendre sur l'année, hein, quelque part. Je peux aussi faire une étude de pollution sonore, c'est-à-dire le trafic du matin de telle heure à telle heure, le trafic du soir de telle heure à telle heure, me permettant de simuler l'impact de tous ces trucs-là au niveau de mon étude, comment je pourrais classer mes façades, est-ce que ça va être bon ou pas, et bien d'autres choses encore. Donc, on peut aller relativement loin dans les simulations et, de format, lesquels nous permettent de prendre les décisions les plus précises qui vont bien avant de rentrer dans des phases un peu plus poussées, on va dire, avec Revit. Je pense à des phases au moins de l'APD qui permettent de poser les choses. Voilà pour ce que je voulais vous confier concernant format avec un logiciel BIM comme Revit par exemple, qui travaille
de manière directe et transparente dans les deux sens et qui permettent d'avancer de concert sans perdre le temps passé lors de la faisabilité. C'est-à-dire qu'on capitalise en fait l'étude. Voilà. Donc, nous avons fait un tour relativement exhaustif sur une partie de l'IA qui est très importante et qui concerne plutôt la conception, comme je vous l'avais dit, et quelques aspects assez importants, outre sa position au niveau général, et comment évolue et progresse cette IA par rapport à ces outils. Je vous donne les compétences de nos formations via notre processus certifié Calliope, les formations concernant l'architecture en général avec des parcours complets pour toutes les disciplines du bâtiment, que ce soit l'architecture comme le MEP, voire la structure, bien sûr. Des formations orientées pour les professionnels qui passent par l'usage de débutants à experts, l'utilisation, mais également après la mise en place du management du travail productif par la création de gabarits, la compréhension des familles, d'objets paramétriques, etc., etc. Les formats sont flexibles et adaptés à vos besoins, en présentiel comme en distanciel, et ils s'appuient sur des financements qui sont bien connus, avec une équipe de formateurs chez nous qui sont spécialisés et dédiés à chacune des disciplines, certifiés bien entendu. Ceci étant dit, je vous rappelle aussi que nous avons la possibilité de vous accompagner sur des projets concrets, de répondre à des appels d'offres à vos côtés, de telle sorte que vous soyez accompagné par un VDC BIM manager, de telle sorte que vous ne soyez pas isolé par rapport à une équipe où il manquerait ce profil-là, et vous accompagner tout court sur votre migration entre le BIM à proprement parler et la partie IA qui se fait jour maintenant de manière un peu plus importante. Les formations pour l'architecture sont décritées comme celle-ci, c'est-à-dire que les parcours vont jusqu'à 12 jours, composés de 3 cycles, et on a un conseil, dans la mesure du possible, d'espacer d'une ou deux semaines les formations, de telle sorte que vous puissiez capitaliser cette formation et prendre les marches supplémentaires un peu plus tard. Celle de format est sur 2 jours et elle vous amènera à mieux comprendre l'utilisation de cette solution qui est en préambule de toute étude puisqu'il s'agit des faisabilités et comment garder, capitaliser ces faisabilités pour les redescendre dans le 8 et avancer tout en ayant un maximum de réponses sur les simulations et avant même de pouvoir démarrer un APD par exemple. Voilà, donc je vous remercie grandement pour votre attention. Je suis à votre service, comme la société RFSA, pour toute question que vous auriez en tête et puis tout projet aussi que vous auriez à nous soumettre. Vous avez sous les yeux la liste des webinaires 2025 qui ont déjà traité des sujets ou ceux qui seraient à revoir. Donc le présent webinaire peut être revu de nouveau. Vous recevrez les liens en conséquence. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore merci pour votre participation et je vous dis à très vite. Au revoir.